Notre mission principale est de promouvoir tous les bienfaits du partage de la valeur, la participation des salariés à la vie de l'entreprise. Nous, on a l'habitude de dire que le partage de la valeur, c'est le partage des résultats, le partage du capital, le partage de la gouvernance. Ça recouvre ces trois concepts. Les trois ne sont pas forcément obligatoires, mais évidemment, ils sont plus complémentaires. On sait que les entreprises qui ont du partage, qui ont mis en place des dispositifs, ont plutôt plus de succès et des résultats plus pérennes et meilleurs. J'ai fondé Apiteam il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant. Apiteam est conseil et courtier indépendant, 100% dédié au partage de la valeur. Donc, nous accompagnons les entreprises, dirigeants, des RH, DAF, dans la mise en place ou l'optimisation de leur dispositif d'épargne salariale. Donc, on va démarrer, rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'épargne salariale, hein, vous le savez tous, c'est un ensemble de mesures, d'outils managériaux qui combinent à la fois des dispositifs d'association des salariés à la performance et des dispositifs d'épargne. Jusqu'à présent, seules les entreprises qui avaient franchi le seuil des 50 salariés étaient tenues de partager la valeur avec la participation obligatoire. Il y a eu la loi partage de la valeur qui a été adoptée en fin 2023 et donc qui bouleverse un petit peu ce modèle qui était en place depuis De Gaulle avec l'ordonnance de 67. Donc, à partir de janvier 2025, toutes les entreprises, donc sociétés qui emploient de 11 à 49 salariés et dont le résultat net fiscal correspond à au moins 1% du chiffre d'affaires, sont tenus de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur si ce n'était pas déjà fait. Donc, à savoir soit de l'intéressement, de la participation, de l'abondement au sein d'un plan d'épargne ou encore la prime partage de la valeur. Voilà. Donc, il faut savoir, en France, il y a à peu près 50% des entreprises qui emploient moins de 50 salariés. Donc, il y a vraiment une grande partie qui va être concernée par cette nouvelle loi. Merci Aude pour cette invitation. Je suis ravi. Je ne suis pas très habitué à participer à des conférences sur ce thème très précis. Nous, notre challenge chez Fago, c'est le carbone. On a une marque de prêt-à-porter, de chaussures et d'accessoires. Et on a un live motive, une mission d'entreprise qui est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique. Et pour ça, on a un prisme très précis qui est comment on fait le vestiaire le plus décarboné et les émissions de carbone restantes, comment on les compense, comment on accompagne nos clients vers des modes d'habillement plus sains en prenant la réparation dans nos points de vente, la seconde main dans nos points de vente, le recyclage. Voilà, aujourd'hui, on est un peu plus de 150 collaborateurs, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on s'amuse, on apprend en permanence et ça, je pense que c'est important que ce soit dans les métiers et que ce soit aussi en tant que cofondateur d'entreprise. François Noussem, je suis le directeur financier d'Ariès Industrie, un groupe industriel basé à Nantes, implanté dans différents pays à l'étranger. On est spécialisé dans le formage des métaux à destination de l'industrie aéronautique, donc aluminium et titane, avec une forte vocation, en tout cas une prédominance d'engineering. Voilà. Dans les dispositifs en place au sein du groupe Ariès Industrie, on a, donc, pardon, je n'ai pas précisé, mais 205 salariés, donc on dépassait bien les 50 depuis un moment. Donc nous avons de l'intéressement, de la participation, des plans d'épargne, et puis, comme plusieurs entreprises depuis le Covid, une PPE. Je suis Marie-François, je suis DRH externalisée. J'accompagne des entreprises en fait souvent qui du coup n'ont pas de DRH à plein temps, entre souvent 50 et 300 salariés. Ce sont des entreprises du coup qui sont très souvent dans une réflexion autour du partage de la valeur. Moi, je suis là pour valoriser le capital humain comme tout DRH. Et pour moi, c'est des dispositifs qui sont collectifs, qui, comme je l'ai écrit, pour moi, c'est un travail d'équipe, finalement, la performance de l'entreprise. Et donc, ça récompense cette performance d'équipe. Et pour moi, voilà, je trouve ça très important, très engageant. Et si on l'anime bien, c'est vraiment quelque chose qui peut fidéliser les salariés. C'est très important pour la marque employeur. Merci Marie. Donc Stéphane de Guerny, moi je suis le co-gérant de Solis, qui est un cabinet d'expertise comptable à Nantes. Donc on est 25 salariés. On est plutôt spécialisé là où on a le plus de besoins de nous, c'est entre 5 et on va dire les 50 salariés. Donc je représente un peu ce pan de l'économie qui est pas mal touché par cette nouvelle loi là. Et donc, et puis nous, même 25 salariés, on n'avait pas d'obligation, mais ça fait longtemps qu'on a un accord d'intéressement. On raisonne moi, j'aime bien les choses simples. Heureusement, il y a des gens comme toi ou d'autres comme nous qui communiquons dessus, qui expliquons les dispositifs, qui sont pas simples parce que vous le voyez dans la petite revue du Fondac, en fonction de votre taille, en fonction du dispositif, il y a des particularités.
Et il ne faut pas faire n'importe quoi parce que même s'il y a des avantages, il y a aussi des contraintes de fond et de forme qu'il faut respecter, quoi. On ne reviendra pas sur le détail des dispositifs, justement. Donc, cette plaquette Fondact reprend, on a fait essayé de faire un guide vraiment simple avec Fondact qui reprend l'essentiel des dispositifs de partage de la valeur. Marie, j'aimerais continuer avec toi, justement, toi, avec la majorité des entreprises que tu accompagnes de 50 à 300 salariés. Est-ce que tu as rencontré, déjà nous donner un peu ton regard sur cet écosystème d'entreprise et puis nous dire si tu as rencontré des freins, des interrogations ou des difficultés, que ce soit au niveau des employeurs ou bien même des CSE? Oui, comme le disait Stéphane, en fait, souvent c'est assez méconnu tant qu'on n'a pas à le mettre en place. Donc, même pour des entreprises de 50 à 300, en plus, certaines croissent très rapidement. Donc, finalement, et sachant qu'il y a un délai de 5 ans, en fait, d'avoir un effectif de 50 pour avoir l'obligation de mettre en place la participation. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez peu informées. Et en effet, il y a des freins au niveau des dirigeants. C'est ce que j'ai pu rencontrer en tout cas, c'était peur de ne pas maîtriser parce que c'est quand même lié à des éléments variables. Donc, peur de trop verser, de mettre en risque la société, par exemple. Et pour les salariés ou les CSE, quand il y en a, c'est plutôt des freins liés peur de perdre quelque chose, que ça vienne prendre quelque chose qu'on a déjà. Donc voilà, là, les rassurer sur le fait que c'est un élément de rémunération supplémentaire et que ça ne vient pas remplacer quelque chose qui existe déjà. Et puis, alors là, c'est dans un contexte particulier que j'ai rencontré, c'était plus des entreprises où il y avait un manque de confiance entre la partie salariée et la partie employeur, où là, il y avait peur de manipulation un peu au niveau des résultats aussi, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut arriver quand il n'y a pas de confiance suffisante entre les dirigeants et les salariés. Lors de la mise en place, bien évidemment, on a fait relire nos accords, y compris dans les accords récents d'intéressement. C'est vrai que c'est important, c'est toi Stéphane, je crois, qui en parlait tout à l'heure, de bien être baqué dans la mise en place des accords, la définition des objectifs, bien valider que ce sont des critères qui sont objectifs, sur lesquels il y a un aléa concernant leur atteinte. Voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est bien de faire relire ça et de se faire accompagner là-dessus. Frédéric, je me tourne vers toi maintenant. Vous avez choisi, dans le cadre de la loi Pacte, qui a instauré un nouveau dispositif qui est celui du partage des plus-values de cession, donc de le mettre en place. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Et voilà, est-ce que ça a été simple à expliquer et facilement compris aussi par vos salariés? Sur notre table de capitalisation, on a fait rentrer des nouveaux fonds d'investissement, d'autres sont sortis. Et on s'est dit, c'est dommage parce qu'en fait, dans ce mécanisme-là, on n'arrive pas à partager de la valeur. Et on avait envie de donner, l'idée d'origine, c'est qu'on avait envie de donner des actions à nos collaborateurs. Et en fait, quand tu as une taille de 150 collaborateurs avec un relativement gros turnover, parce qu'on a des activités retail, en fait, c'est très compliqué, c'est très onéreux. Un des fonds d'investissement avec lequel on discutait et on parlait de ces problématiques-là nous a dit, vous savez, dans la loi Pacte, il y a un nouveau volet qui est le partage de la plus-value dès le premier euro généré de plus-value. Et du coup, nous, le fonds qui est rentré en 2023, en fonction de sa plus-value potentielle, va reverser 10% de sa plus-value à l'ensemble de nos collaborateurs, à tous ceux qui seront rentrés à moins de 2 ans avant le débouclage de l'opération. Je suis confus, c'est un peu complexe. Mais ce qui est intéressant, et je crois qu'on le revoyait dans pas mal de slides, c'est qu'on a du mal à l'expliquer aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut mieux faire dans les années à venir, c'est mieux l'expliquer à nos collaborateurs. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'arriver à mieux communiquer à nos salariés en disant, tiens, tu peux avoir un ticket à la sortie qui peut vraiment être sympa et qui va t'aider à faire grandir. Je pense que c'est un vrai déclencheur dans la vie et je serais fier d'avoir enrichi tous ces collaborateurs et avec une simplicité. C'est ça que j'aime et c'est ça que je cherche dans les dispositifs. Les accords que tu as pu mettre en place, alors notamment l'intéressement, est-ce que c'était vraiment des dispositifs qui étaient très sur mesure? Au sein d'Aries, on a mis en place un accord d'intéressement en 2 volets. Un volet qui est plus traditionnel, assis sur l'atteinte d'objectifs définis avec les partenaires sociaux. Alors, il se trouve que chez nous, en plus, les objectifs sont plutôt non financiers, donc vraiment alignés sur des objectifs opérationnels de la société. Et en l'occurrence, on en a 4. La sécurité, la qualité,
les délais et un volet RSE sur notamment la responsabilisation des salariés sur le tri des déchets au sein du site. Et ensuite, nous avons un deuxième volet d'intéressement qui, lui, a été créé assez récemment puisque le Covid a eu un impact significatif sur nos activités. Donc, on a eu des années plutôt compliquées, pour ne pas dire en perte. Et pour ceux qui connaissent le mécanisme de calcul de la participation, on part du résultat fiscal et quand le résultat fiscal n'est pas bon, eh bien, la participation est très faible, voire nulle. Donc, il a fallu renouer d'ingénierie financière, et je salue Pascal Perron, DRH au sein du groupe Ariès, qui est présent ce soir, pour permettre, en cas de bonne performance opérationnelle, de pouvoir reverser un montant aux salariés de cette surperformance, malgré une participation nulle. Donc, c'est notre volet 2 de l'accord intéressement. Stéphane, toi, en tant qu'expert comptable, tu peux nous refaire un petit comparatif ou même nous expliquer un peu l'efficacité par rapport à une prime de salaire, enfin, une prime de salaire. Alors, on sait que l'épargne salariale, un des principes de base, c'est la non-substitution par rapport à un élément de rémunération existant. Maintenant, pour de la rémunération complémentaire, c'est inégalable. Oui, alors ça, il n'y a pas photo là. C'est sûr que d'un point de vue économique, quand tu verses je sais pas, 2500 € net de prime, ça va coûter à peu près 4500 €, toutes charges comprises. Là, si tu verses 2500 € d'intéressement, ça va coûter avec la CG 2700 € à peu près, 2750 €. Donc, économiquement, il n'y a pas photo en fait. C'est vrai que ces primes sont vraiment très efficaces. Les entreprises qui les mettent en place, en général, ne reviennent pas en arrière. En revanche, on se rend régulièrement compte que le message, les dispositifs sont mis en place, c'est très bien, mais souvent le message a du mal à descendre jusqu'aux salariés. Je crois que vous le disiez tous dans votre présentation. Et donc l'idée, c'est de réfléchir un peu régulièrement comment faire pour améliorer ce message, puisque pour que les dispositifs soient efficaces, il faut qu'ils soient compris. Pour moi, le maître mot, c'est communication et transparence. L'idée, c'est de communiquer dès le début sur la volonté, voire d'impliquer s'il y a des partenaires sociaux. Moi, j'étais salariée d'un grand groupe, je me souviens très bien, où je recevais tous les ans mon montant d'épargne, de participation. C'était un gros montant et on ne le valorisait pas du tout. Vous nous envoyez un courrier. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans ces dispositifs-là, c'est que ce ne soit pas valorisé, parce que c'est quand même un partage de valeur, donc il faut l'expliciter aux salariés, donc c'est-à-dire expliquer le montant, comment on l'a calculé, de quoi il découle, parce que déjà, s'ils le comprennent, ils comprennent qu'ils contribuent à cette performance. Et puis après, au-delà de ça, c'est communiquer sur ce qu'on en fait, parce que comme on le disait, pour bénéficier notamment des exonérations fiscales, c'est aussi de le placer en PE, PERCO, etc. Quand on est dans une période de crise, c'est très important la confiance. Et c'est vrai que dans les discussions avec les CSE, notamment lors de mise en place d'accords, c'est important d'avoir une relation de confiance. C'est important également de bien communiquer sur le contenu de l'accord, de bien expliciter les tenants et aboutissants. Le groupe Ariès a traversé une période de crise et lors de la mise en place du volet 2, le fameux volet qui avait vocation à rétribuer une partie de la surperformance, c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que suite à l'année 2023 qui s'est bien passée, l'ensemble des salariés va bénéficier de ce volet 2 à 100%, c'est-à-dire au maximum de ce qui était prévu dans l'enveloppe. Et donc, voilà, on estime avoir aligné les intérêts à la fois de l'entreprise et des salariés dans ce partage de la valeur. Il y avait aussi la notion de gouvernance dans tout ça, et qu'en fait, ce partage de la valeur, c'était aussi la direction de l'entreprise, le sens de l'entreprise. Et je pense que c'est important de le souligner. Je ne l'avais pas noté dans mes notes comme ça avec le terme gouvernance. Je parlais plutôt de sens, d'aligner le sens des choses, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on emmène les hommes. On est dans des organisations qui sont de plus en plus complexes, parfois de plus en plus grosses, et dans lequel le collaborateur il perd son sens. Et en fait, par ce partage de la valeur, en fait, on lui redonne le sens de l'entreprise. C'est de grandir, de faire grandir l'entreprise. Et quand, dans les entreprises comme la nôtre, on arrive à faire grandir les collaborateurs en termes intellectuels, en termes de management, mais aussi en termes de salaire et de participer à l'épargne, à leur propre épargne, parce que l'entreprise a des bonnes performances et elle grandit, et ben, on trouve que c'est une vraie magie et un vrai alignement. Chaque personne de la boîte
à son niveau, que ce soit l'acheteur, il doit acheter un peu moins cher, que ce soit le vendeur, il doit vendre un peu mieux, un peu plus, etc. Et que chacun dans la boîte pourrait aussi avoir un objectif très, très orienté sur ce que l'on est en train de mettre en place, à savoir la participation et de se dire comment lui, à son niveau, quel que soit son métier, lui remontrer, parce qu'à travers un objectif, c'est lui remontrer son impact sur la globalité de la société et je trouve ça super intéressant. Dans l'épargne salariale, le terme épargne qui a toute son importance est souvent mis de côté. On est très focus sur les dispositifs au sein des entreprises. Ça fait d'ailleurs partie d'une des ambitions de la loi partage de la valeur, d'améliorer ça, donc de davantage véhiculer des formations, une sensibilisation à tout ce qui est gestion financière au niveau des salariés. Donc, pour une population qui n'est pas toujours forcément très familiarisée sur les sujets de placement financier, etc., c'est aussi de communiquer autour de ce qui est possible de faire sur les différentes modalités de placement, etc., pour les pousser aussi à optimiser les montants qui leur sont versés. Ensuite, sur la partie support, donc véhicule, P2E, PER et autres, c'est vrai qu'au sein d'Aries, jusqu'à présent, on n'avait pas trop retouché nos accords, ni le gestionnaire, qui était un généraliste de la place, mais à qui on ne demande pas grand-chose. Et c'est vrai que je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus pour nos salariés en se focalisant aussi sur ce qu'on leur propose, au-delà juste du choix de pouvoir investir sur des supports ou bien disposer des fonds avec la fiscalité associée. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi possible d'optimiser les supports derrière de manière à leur permettre de constituer ce capital à terme. avec ce recul, du coup, maintenant de toutes ces années où vous avez en place des dispositifs, est-ce que tu as vu un réel impact, que ce soit dans les process de recrutement ou dans la motivation, la fidélisation? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à évaluer? C'est un vrai exercice, je trouve, de mesurer la performance. Et enfin, moi, je vois, le note, c'est assis sur le résultat d'exploitation. Je suis entouré de comptables. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, en fait, sur est-ce que tu es acteur du résultat d'exploitation d'une boîte qui est toute petite, par rapport à des projets plus complexes que vous avez là. Donc, c'est vraiment un sujet communiqué et expliqué dans les séminaires ou essayer d'écrire peut-être dessus. Évidemment, je pense que ça fait un tout. C'est pas si facile que ça de le valoriser. Et je pense que je ressouligne encore une fois qu'on a tous mis, sans se concerter, dans nos slides, qu'il y avait une histoire de communication descendante à avoir bien plus forte, se met dans un système de transparence et de dire voilà, là ça va, on a bien réussi le premier trimestre, voilà le chiffre d'affaires, on avait prévu ça, on va arriver là, etc. Et donc je pense que c'est un énorme challenge d'arriver à communiquer en permanence là-dessus. L'intéressement, on se rend compte que dans la majorité des accords d'intéressement, les objectifs sont quantitatifs. Donc, ça veut dire qu'ils se vérifient, leur atteinte se vérifie sur la liasse fiscale. La loi partage de la valeur incite aussi fortement à augmenter la part de critères RSE dans les accords d'intéressement. Et donc, je voulais vous interroger un petit peu tous. En tout cas, les structures que j'ai pu accompagner, ça fait un petit peu peur, les critères qualitatifs, parce que voilà, il y a une décorrélation avec le résultat fiscal. Alors après, on peut mettre un plafond mais aujourd'hui, sur ces structures-là, j'en ai vu assez peu. Avec tout ce qui est RSE, on est dans une phase d'acculturation et aujourd'hui, la performance, c'est vrai qu'on parle de performance économique, mais de plus en plus, c'est performance sociale, c'est performance environnementale. Donc, tous ces critères-là, ils vont arriver, c'est certain. Après, c'est des sujets où il va falloir expliquer et aux dirigeants et aux salariés. Au-delà du critère qualitatif ou quantitatif, c'est que le salarié puisse faire le lien entre son action et la performance. Parce que si on prend des critères trop compliqués ou voilà, c'est la logique du SMART, du critère où la personne, elle sait quelle action elle peut mener pour arriver à avoir son intéressement ou sa participation. Pour moi, ça, c'est vraiment hyper important aussi. Et je rejoindrai dans la RSE, on a ce critère du partage de valeur, en fait. On a une labellisation qui s'appelle B Corp qui est très 360 sur la RSE. Et il y a toute une partie sur le collaborateur, comment il prend part à l'entreprise, est-ce qu'il y a du partage de valeur, etc. Et donc, en fait, ça va faire partie, parce qu'on dit on met de la participation sur critères RSE, mais en fait, la participation elle-même et tous les avantages de partage de valeur sont intrinsèquement de la vraie RSE, quoi.
avec le fameux S de sociétal où on va faire. Et donc, c'est assez important. Et nous, on dit souvent que cette labellisation Bicorp, en fait, c'est une avance des lois futures, quoi. Ça va mettre 15 ans à sortir en loi, mais en fait, ça sera ça demain, les lois dans 15 ans. Et que du coup, c'est à nous d'être en avance de phase et que c'est très important. Et qu'en fait, juste avec du partage de valeur, on est déjà dans le S de la RSE. L'un des principes fondateurs, enfin un pilier de l'épargne salariale, c'est le côté collectif. Donc tous les salariés, on ne peut exclure aucun salarié de ces dispositifs et nul ne peut renoncer à la part qui lui est due. Maintenant, on a toujours, et alors il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, on a toujours ce sujet que vous abordiez tout à l'heure, mais il y a quand même ce salarié à qui j'ai pas trop envie de verser de prime collective. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? C'est un sujet, j'ai l'impression qu'on me la pose tous les mois, cette question. D'année en année, on arrive à convaincre les gens. Et je partage beaucoup ce que disait Frédéric, là, c'est qu'à un moment, en fait, je pense qu'on n'aura pas le choix, en fait. C'est que de penser qu'on peut raisonner en individuel comme ça, la RSE, c'est pas dans 10 ans. En fait, tous les sujets dont on parle là, c'est le partage de la valeur, comme les changements de la gouvernance, tous ces sujets-là. Il faut s'y acculturer assez rapidement parce que sinon, les talents, vous les aurez plus, les financements, vous les aurez plus. Il y a beaucoup de sujets. Les fonds d'investissement, ils investiront plus chez vous. Enfin, il y a vraiment une tendance lourde là et qui doit changer la culture et on a intérêt d'accélérer. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et ce que je dis, c'est est-ce qu'il faut priver 90% des salariés de quelque chose pour peut-être, et encore 90, 95 pour 5% qu'on aime peut-être moins ou qu'on trouve moins impliqués Et dans ce cas-là, on va sur des dispositifs de primes. Mais du coup, on sait bien que ça n'a pas du tout le même impact, ni pour 99% qui font bien leur job. Pour moi, c'est exactement pareil. J'essaye en tout cas, de passer ce message-là. On ne peut pas parler de cette loi sans aborder un petit peu la PPV, donc on en parlait tout à l'heure, qui est l'ancienne prime Macron, qui a changé plusieurs fois de nom, enfin voilà, donc aujourd'hui c'est la PPV. Cette prime, vous l'avez un petit peu tous versée, hein, vous allez peut-être encore continuer, et je voulais avoir aussi votre regard là-dessus. Par rapport, on oppose souvent des dispositifs qui vont être plus pérennes comme l'intéressement, qui vont vraiment aller chercher à engager les salariés et à être sur du moyen terme, long terme par rapport à la PPV qui est plus peut-être conjoncturelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La PPV, c'est sûr que c'est un outil qui est sorti à un moment où on pouvait en avoir besoin, entre guillemets. Et en revanche, il n'aligne pas les salariés avec, en tout cas les objectifs internes. Il n'y a pas de conditions d'atteinte de telle ou telle chose. Donc oui, c'était une fleur fiscale pour permettre une distribution d'un montant relativement encadré. Pour autant, il n'a pas la vocation à venir se substituer à d'autres dispositifs qui, eux, sont plutôt là pour aligner les intérêts à la fois des salariés et de l'entreprise. La verser aussi, et bon, évidemment, tout de suite, il y a une accoutumance. Donc, en fait, vous la versez 1, 2, 3 ans et la 4e année, elle arrive à quelle date? Pour moi, c'est une mesure plutôt conjoncturelle. Des fois, ça prépare dans certaines structures la mise en place de l'intéressement ou la participation, mais je pense qu'en effet, ça mérite de... Enfin, c'est pas pérenne et c'est pas, dans le temps. Donc, moi, je suis pas trop fan non plus. On ne peut pas aborder ces sujets-là, quand il y a des partenaires sociaux, en tout cas, sans la loyauté d'abord et inspirer confiance. Il y a un autre point qui me paraît excessivement important, c'est que l'exemple vient aussi de la tête du dirigeant, fondateur, ou d'une équipe de direction, la RSE, etc. Et j'ai envie de dire, les placements, de plus en plus, on va devoir les flécher vers la transition écologique. Ça prend de plus en plus d'importance. Les gens qui travaillent dans les entreprises ou les citoyens plus généralement vont de plus en plus avoir une prise de conscience. Et par voie de conséquence, l'argent dégagé par, disons, les dispositifs d'épargne salariale, peu importe lesquels, va aussi devoir, et c'est le sens de ce qui est prévu dans la loi de novembre 2023, l'argent va devoir être de plus en plus envoyé, investi vers des supports, des réceptacles à caractère socialement responsable, labellisés, etc., etc. L'enjeu dans l'année qui est en cours et dans la suivante, ça va quand même être que
les dispositifs d'épargne salariale se déploient dans les entreprises entre 11 et 49. Il va falloir qu'on se retrousse un peu les manches. Il en va à la fois du sens, de l'implication au travail, etc. Je pense qu'il en va tout autant finalement de l'attractivité ou de la fidélisation des entreprises, et en particulier les petites et les moyennes. Sinon, elles se feront probablement piquer des collaborateurs valables par des plus grosses. Ça, c'est un peu le warning que j'ai envie d'allumer à ce stade.